20 ans. C'est le temps que ça m'a pris pour répondre à une question. Comment je peux faire avec mon diabète de type 1 pour stabiliser mes glycémies et en même temps avoir la vie que j'ai envie d'avoir? Pour vous aider à y arriver, dans ce podcast, j'invite d'autres diabétiques de type 1. Je donne la parole à ceux qui nous entourent, mais aussi à ceux qui étudient le diabète de type 1 ou qui le soignent. On partage nos expériences bien sûr, mais aussi des infos et des conseils pour vous aider à mieux comprendre, mieux gérer et mieux vivre le diabète de type 1. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de Louis Belval, diabétique de type 1 depuis 30 ans. Lui aussi, il a envie de parler du diabète de type 1. Il le fait à travers sa chaîne YouTube. Et lui aussi, il est mordu de voyage. Alors dans cet épisode, bien sûr, on parle de notre façon de gérer le transport, la conservation, l'approvisionnement de l'insuline à l'étranger. On parle aussi du regard des autres et du rôle de l'entourage, jusqu'à la question de l'empreinte écologique des maladies chroniques. Bref, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Louis le temps d'un épisode. J'espère que vous en aurez tout autant à nous écouter. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec Louis et moi. Bonne écoute. Louis, bonjour. Bonjour Claire. Tu as l'air de faire un moment que tu vadrouilles entre la France et l'Afrique. Ce que je te propose, c'est que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé pour toi, situer un petit peu la place qu'ont pris l'étranger et le voyage dans ta vie. Ça m'a l'air d'être une place assez importante et ça demande pas mal d'organisation pour un diabétique de type 1. Comment tu les as gérés avec la contrainte du diabète et notamment la contrainte de l'insuline? Ça commence avec Haïti, mes voyages. Géographiquement, c'est très loin de l'Afrique, culturellement et en pratique avec le diabète, Haïti, c'est pas si loin de l'Afrique que ça. Donc, pour moi, Haïti, c'était... alors, peut-être préciser déjà, pour moi, mes voyages, c'est plus des expatriations, en fait, plus que des voyages au sens touristique, quoi. C'est, voilà, Haïti, j'y suis allé, j'y ai passé 1 an et demi. Après, plus tard, j'ai fait de nombreux allers-retours. Alors là, c'était plus des voyages entre la France et le Burkina Faso, le Bénin, le Mali. Puis après, je me suis installé au Gabon, j'ai passé 8 ans. Puis après, au Cameroun, j'ai passé 2 ans. Donc, voilà, l'organisation, quand on est diabétique, c'est différent selon qu'on s'installe ou bien qu'on fait des allers-retours. Ouais. Parce que finalement, quand on va pour un petit voyage, 1 semaine, 10 jours, même un peu plus, bon, bah voilà, on emporte ses réserves. Quand on est diabétique depuis quelques années, on sait calculer ce dont on a besoin, on prend un petit peu de marge, et puis voilà. On s'organise comme ça. Le problème principal quand on va vers des pays chauds comme Haïti ou la plupart des pays africains, bien sûr, c'est la température. Parce que si l'insuline, une fois entamée, supporte très bien les températures ambiantes, par contre, elle ne supporte pas les températures excessives. C'est compliqué. Alors bon, il y a les techniques, la petite sacoche isotherme avec les blocs de glace, et trucs comme ça. En fait, la difficulté, surtout, c'est si on reste un peu longtemps, et surtout si on reste longtemps mais qu'on n'est pas installé. Genre, par exemple, on reste 10 jours dans un endroit, et ben, c'est pas forcément évident de trouver un frigo ou un congélateur pour refroidir ces blocs de glace ou pour stocker son insuline non entamée. Selon là où on va, en Afrique, il y a des endroits très riches, il y a des endroits très pauvres. Moi, j'ai vraiment connu complètement les deux. Et un frigo, par exemple, ça peut être un luxe dans certains foyers. Ouais. Et donc, ou alors, moi, ça m'arrivait d'être accueilli chez des gens où le frigo, il marchait plus ou moins, quoi. Il marchait une fois de temps en temps. Ou alors, il y en avait un vraiment, mais il y avait souvent des coupures d'électricité. Donc, à ce moment-là, le frigo, le congélateur, tout ça, hop, ça s'arrête de fonctionner. Alors, ça garde un peu du froid, hein, bien sûr, mais voilà, c'est, mine de rien, il faut y être attentif vis-à-vis de son insuline. Après, si on s'installe, comme voilà, j'ai vécu 1 an et demi en Haïti, donc, et puis au Gabon, puis au Cameroun, là, la problématique, elle est différente, parce qu'a priori, on ne va pas faire beaucoup d'allers-retours, et donc la question, c'est celui du ravitaillement. Oui. Et en Haïti, par exemple, alors moi, c'était en Haïti, j'étais entre 2002 et 2004. Concrètement, je ne pouvais pas du tout me ravitailler sur place. Il y avait pas, ils n'avaient pas je ne sais même pas s'ils avaient de l'insuline en fait, mais certainement pas de stylo, pas d'aiguille, bref. Donc là, la solution, c'était quoi? À chaque fois que je connaissais quelqu'un, soit qui venait me voir, soit qui venait me voir quelqu'un que je connaissais, un autre expatrié ou quelqu'un qui faisait l'aller-retour vers la France, et voilà, j'envoyais une copie de mon ordonnance, où je m'arrangeais avec mon médecin pour qu'il produise une copie d'ordonnance, et la personne me ramenait ce qu'elle se procurait pour moi, en mon nom, dans une pharmacie française. Et ça a toujours fonctionné? Alors, j'y suis resté qu'1 an et demi, donc ça a pas mal fonctionné, mais c'est vrai que ça a été chaud, et puis ça veut dire, du coup, qu'on compte sur des gens qui vont vraiment se préoccuper de ça, quoi. Transporter comme ça de l'insuline, des aiguilles, des bandelettes et tout ça.
C'est une préoccupation, mine de rien. Quand on a ça dans ses Ouais. bagages, c'est pas comme si je lui demandais de ramener un bouquin et, et voilà, donc ça veut dire qu'il faut trouver des gens qui vont accepter de prendre ça en charge. Oui, et par exemple, oui, sur la question des températures, moi j'ai pas mal voyagé en Asie dernièrement. Enfin, un climat un petit peu différent, mais il y a aussi ce sujet de chaleur. Et Ouais. alors, moi, c'était un peu entre les deux. C'était ni du voyage très court, ni de l'expatriation, puisqu'en fait, j'étais en sac à dos pendant au final 1 an et demi, 2 ans. Donc, il n'y avait pas de frigo, mais par contre, ce que j'utilisais, et ça fait assez longtemps que j'utilise ça, c'est des pochettes Frio. Je sais pas si ça te parle. Alors non, ça ne me parle pas, mais j'imagine le concept, ouais, bref, du froid mobile, hein, c'est ça l'idée, hein. Oui, c'est ça. En fait, il y a des petites billes à l'intérieur qui sont solides, on va dire, si tu fais rien. Mais si tu les trempes dans l'eau pendant 10-15 minutes, en fait, ces petites billes, ça devient une sorte de gel et ça garde les choses au frais. Du coup, tu n'as pas besoin de frigo, tu as juste besoin de pouvoir tremper ta pochette dans l'eau pendant toutes les quelques jours ou quelques semaines. Et du coup, bon, ça règle du coup ce problème des frigos parce que c'est vrai que ce soit en itinérant ou alors si tu n'es pas sûr de pouvoir avoir un frigo, donc ça demande à s'organiser un peu. Eh oui, carrément, ouais. Ça dépend des pays, en fait. Au Gabon, par exemple, les pharmacies étaient assez bien achalandées en termes Ouais. de produits. Alors, assez bien, pas aussi bien qu'en France, mais quand même, j'avais l'insuline, j'avais les cartouches d'insuline ou les stylos jetables. Ouais. Et bon, en termes d'aiguilles, j'avais pas les aiguilles les plus courtes, mais j'avais quand même les aiguilles, disons, au lieu d'avoir les 4 mm, j'avais les 8 mm, c'était dans ce genre-là, quoi. Donc, ça Ok. permettait de faire l'affaire. Et puis j'avais les bandelettes et les lancettes. Disons, pour un certain nombre de produits, on a ce qu'il faut. Par contre, ce qu'on ne trouvera peut-être pas, même au Gabon, c'est peut-être les capteurs freestyle ou ce genre de trucs plus récents, trop récents peut-être. Ouais, moi j'ai eu la même chose en Asie aussi où du coup j'ai dû m'acheter un autre lecteur parce qu'au bout d'un moment je pouvais plus Eh m'approvisionner ouais. en capteur ou en bandelette parce qu'il n'y avait pas de lecteur sur place et ouais, ouais. Mais bon, on Oui, trouve des c'est un petit solutions, mais pas peu. les trucs les plus modernes forcément, ouais. C'est un petit peu la difficulté, en fait, j'ai l'impression que c'est du commerce, quoi. Quand on change de pays, c'est pas forcément les mêmes réseaux commerciaux, donc c'est pas forcément les mêmes fournisseurs, et donc c'est pas forcément les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes bandelettes, lancettes, les mêmes consommables. Par Ouais. contre, quand j'étais au Cameroun, alors là, c'était vraiment plus compliqué. Il y avait un Mhm. vrai gros problème de ravitaillement, donc je me ravitaillais en France, en fait. Je profitais de mes voyages. Et je sais qu'encore maintenant, je connais des gens au Cameroun qui ont des difficultés pour se ravitailler en insuline. Et là, c'est un problème grave. Justement, je suis pas dans les pays les plus riches d'Asie, mais plutôt les pays qui sont pas trop chers et qui sont bien du coup en sac à dos. Et en fait, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait de diabétiques de type 1 dans la population d'une manière générale. Et j'ai une supposition, mais je sais pas du tout si elle est vraie, mais qui est que si quelqu'un avec un revenu moyen dans un pays qui est pas un pays très riche, bah, en fait, personne ne s'en rend jamais compte, il meurt et puis on le sait jamais, quoi. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Alors, c'est tout à fait possible. Moi, ce que j'avais constaté, par exemple, dans ce sens-là au Gabon, c'est que quand j'allais acheter une boîte d'aiguilles, par exemple, la pharmacienne me demande, vous en voulez combien? Alors moi, je dis, je vais en prendre deux. Et la pharmacienne me donne deux aiguilles. Alors moi, je dis, non, je veux pas deux aiguilles, je veux deux boîtes. Mais parce qu'elle est habituée à ce que les gens viennent, avec peu de moyens, acheter des aiguilles à l'unité, compenser le fait qu'il n'y ait pas de sécurité sociale, donc ils ne sont pas remboursés sur ce genre d'achat. Et puis, voilà, ils essayent de se débrouiller sans doute en réutilisant les aiguilles plusieurs fois. Et puis comme ils sont, les gens qui sont en Afrique surtout, hein, qui sont beaucoup dans la précarité, ils vivent vraiment au jour le jour. C'est-à-dire chaque jour, ils vont faire le petit travail, souvent informel, hein, qui leur permet de gagner de quoi manger pour la journée, de quoi subvenir aux besoins de la journée. Donc, idem pour leurs besoins en insuline et en aiguille et en traitement du diabète, quoi. C'est un petit peu le même raisonnement. Donc, tu penses quand même que quelqu'un dans un pays qui n'a pas forcément une sécurité sociale comme on a en France, globalement, peut quand même toujours se fournir en insuline, ne serait-ce qu'avoir accès aux médecins qui peuvent lui expliquer ce que c'est le diabète de type 1, comment on se soigne, etc. Je pense que ça va vraiment dépendre du pays. D'abord, Mhm. savoir s'il va y avoir un élan, j'ai envie de dire un élan politique, même pas forcément de la part des politiciens, mais au moins des médecins qui vont se dire, allez, on va faire des efforts pour les diabétiques, pour faire de la sensibilisation, peut-être organiser des rassemblements, des conférences pour expliquer les choses. C'est sûr que pour beaucoup de gens, aller consulter un médecin, même une fois par an, et en particulier au début, pour se faire expliquer ça, c'est compliqué. Les pharmaciens font rarement même le minimum d'explications, hein, c'est très très rare. Et puis ça fait des frais qui sont très très élevés. Rien que le prix de Ouais. l'insuline,
c'est déjà conséquent. Ouais. Donc, je pense qu'ils font vraiment comme ils peuvent avec le peu de moyens qu'ils ont, quoi. C'est vraiment le strict minimum. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de gens qui décèdent assez vite parce que, Mm. voilà, l'impossibilité de gérer leur diabète comme il faut. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, on se rend plus compte en France, comme on a vraiment tout ce qu'il faut, mais vraiment à tous les niveaux, pharmacie, hôpitaux, médecins, eh bien, on peut vivre longtemps avec le diabète parce qu'on a de quoi vraiment compenser ce que le corps ne fait plus naturellement, quoi. Mais en fait, ça marche parce qu'il y a une forme de sécurité. Mais dès que la sécurité n'est plus là, eh bien, on devient très, très fragile en tant que diabétique, c'est certain. Ouais. Oui, tu vois, par exemple, moi, mon frère est aussi expatrié, mais lui en Amérique latine. Et là, dernièrement, Ouais. il est en Colombie depuis, ça doit faire 2 ans à peu près. Du coup, j'ai échangé avec une amie à lui, une dame qui a une petite fille diabétique. Qui d'ailleurs, c'était assez compliqué comme histoire parce qu'elle est vénézuélienne. Et en fait, elle a fui le Venezuela il y a, je pense, à peu près 1 an. Parce que comme le climat politique était très compliqué, elle n'arrivait plus à avoir de l'insuline pour sa fille et acheter de la nourriture, ça devenait aussi très compliqué. Et donc elle s'est dit, enfin bref, elle a fui le Venezuela pour la Colombie. Et par contre, elle avait, elle, une amie qui avait aussi une fille diabétique de type 1. Elle me disait que l'amour se transmet beaucoup par la nourriture et que du coup, quand on voit des gens qu'on passe un bon moment, il y a toujours de la nourriture, des trucs sucrés, des gâteaux, bon, plein de choses comme ça. Et que du coup, donc cette autre dame, en gros, elle disait à sa petite fille, pour qu'elle se sente pas exclue et qu'elle partage quand même des moments avec les autres, mais mange ce que tu veux, c'est pas grave, etc. Et sa petite fille est morte. Et je me dis que avec le niveau d'éducation au diabète qu'on a la chance d'avoir en France de par les médecins et tout le protocole qu'on a quand on commence à être diabétique, je pense que ce genre de choses arrive plus vraiment en France, mais il y a vraiment une chance de savoir que certaines choses sont des petits extras et certaines choses mettent vraiment en danger quelqu'un qui est diabétique, quoi. Et je suppose que cette maman n'avait pas foncièrement conscience, sinon elle n'aurait pas laissé ces extras devenir aussi dangereux pour ses filles, quoi. Et si en plus les extras en question ont une forte dimension sociale, ça devient très compliqué. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des sortes d'injonctions sociales ou de normes sociales qui fait que bah voilà, on doit offrir et donc on doit accueillir ce qui est offert, et puis que le truc en question, ben c'est pas bon, c'est particulièrement pas bon pour sa propre santé. En France, on a un petit peu ça, mais c'est un peu moins fort quand on va à un mariage, quand on va à un anniversaire, quand on va à des choses comme ça, où effectivement on fait un peu la fête et il va y avoir un peu des extras en termes de nourriture plus riche et de sucre. Mais là encore, on a l'insuline facilement. Bon, bah, on se fait une surdose d'insuline rapide, puis on compense. Mhm. Moi, j'ai jamais vu de difficulté par rapport à ça. Et puis, à la rigueur, si on veut un peu moins manger que les autres, ça va pas forcément choquer. Mais si culturellement ça choque qu'on refuse ce qui est offert, bah là, ça devient tout de suite, ça devient tout de suite très difficile. Mhm. Dans certains pays, il y a le même problème avec l'alcool, hein, où il faut boire, accepter de boire pour participer à l'événement social en quelque sorte. Ouais. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas habitué à boire? En Afrique, par exemple, c'est volontiers quelqu'un qui vient, hop, on lui offre une bière, même si c'est 10 heures du matin, ben, on n'est pas forcément habitué à ça, quoi. Ouais, Donc, ouais. ouais, ça rend les choses compliquées. En fait, c'est une espèce de comment on articule la réalité scientifique, médicale, et puis la réalité sociale qui, en fait, pèsent tous les deux d'un poids qui est très très fort. Il n'y en a pas une qui domine l'autre complètement. Les deux ont un poids très très fort et donc il faut réussir à les articuler. Mais de la même façon, même en France, bah, je pense par exemple à un enfant diabétique à qui on dirait bah non, tu vas à un anniversaire, mais tu touches pas les bonbons, tu prends pas de boisson, tu ne touches pas au gâteau. Pour lui, ça peut être extrêmement douloureux. Ça peut être Mhm. extrêmement douloureux. Il peut se sentir complètement à l'écart de ce que vivent tous ses copains. Et ça aussi, il faut y faire très attention. Donc, c'est là qu'il faut vraiment savoir gérer le diabète, c'est-à-dire dire, OK, de temps en temps, on fait des extras, on compense avec plus d'insuline, mais il faut surtout pas comment dire, gérer le diabète uniquement sur la dimension médicale. Il faut vraiment intégrer aussi la dimension sociale parce qu'on n'est pas, comme je dis dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, on soigne le diabète pour vivre, pas l'inverse, quoi. Ouais. Donc, il faut que le soin du diabète il soit dédié à notre vie et notre vie sociale aussi, à être avec les autres. Oui, moi par exemple, j'ai jamais vécu, tu vois, le scénario où quand tu es vraiment très très jeune et que tu dois éviter de prendre certaines choses, mais où tu ne comprends pas vraiment pourquoi et tu te dis, bah, c'est pas juste, je suis comme les autres, alors pourquoi je peux pas, etc. Et je sais pas, toi, c'est un truc que tu as vécu par exemple ou tu es devenu diabétique un peu plus tard? Alors, quand je suis devenu diabétique, j'étais pré-ado, disons, hein, j'avais 11 Hmm. ans. Donc, j'avais déjà l'enfance qui était derrière moi. Ouais. Donc, ça joue déjà. Et ensuite, dans mon entourage, les gens n'ont jamais pris comme ça.
Ils n'ont jamais dit tu manges différent des autres, on te fait un repas spécial pour toi. Et donc, dans les situations de fête où il y a un petit peu des excès au niveau de la nourriture et donc du sucre, je me suis jamais senti mis à l'écart, mais je pense que c'était une intelligence sociale de la part de mes parents, de la part des membres de ma famille, qui n'était même peut-être même pas forcément consciente pour eux. Mais simplement, ils n'ont pas choisi de me considérer comme quelqu'un de malade, donc quelqu'un qu'on traite comme étant fragile. Au contraire, ce qui était important pour eux, c'est que je continue à vivre ma vie, quoi. Et ben, coup de chance pour moi d'avoir eu des parents qui avaient cette intelligence-là, même si encore une fois, ils n'avaient peut-être pas forcément conscience de tout ce que ça implique. Voilà, ils n'avaient pas fait de réflexion sociologique sur ces choses-là. Mais après coup, ça me paraît vraiment extrêmement important. Parce qu'effectivement, des parents qui s'inquiètent pour leur enfant, ça peut être très angoissant pour les parents eux-mêmes de voir l'enfant qui devient diabétique et ça peut les affecter profondément, émotionnellement. Et du coup, avec la tentation de mettre une espèce de défense un peu trop grande autour de l'enfant et donc de vouloir le protéger contre tout. Et en le protégeant contre tout, de mettre du coup à l'écart des autres, quoi. Oui, oui, parce que je pense que c'est déjà une crainte qu'on a soi-même quand on sait qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, si en plus c'est véhiculé par les parents ou l'entourage, du coup, je pense que ça renforce ce Et oui. sentiment. C'est un petit peu, je pense, la problématique des gens qui portent un handicap moteur, par exemple, ou mental. Voilà, comment est-ce qu'on les laisse construire leur relation avec les autres? Comment est-ce qu'on les protège contre ce qui peut quand même les mettre en danger? Il y a un équilibre à trouver qui est pas évident, mine de rien. Je me souviens de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, alors là, plus dans le milieu familial, plutôt dans le milieu de mes amis, c'est que bah voilà, ils savaient que j'étais diabétique et ils le prenaient avec beaucoup d'humour. Et du coup, avec beaucoup de légèreté, mais pas au sens on néglige, on fait pas attention et tout, mais plutôt au sens bon bah voilà, toi tu as ça, nous on a d'autres trucs, voilà. Donc je pouvais genre on allait au resto ensemble ou au bar, je pouvais faire mon injection devant eux, ça les gênait pas. Voir il y avait toujours un qui avait un petit mot un peu sympa, une petite blague pour plaisanter autour de ça. Et du coup, ça dédramatisait énormément le truc. Et ça rendait beaucoup plus facile. Pour le coup, je me sentais absolument pas exclu. J'étais vraiment, voilà, je faisais partie d'eux comme si comme si j'avais pas de différence avec eux. Et ça faisait un non-sujet en quelque sorte. Et ça, je me souviens que de la part de mes amis aussi de cette époque-là, c'était très précieux. Je me rendais pas compte à l'époque, mais avec le recul, je me rends compte que c'est très très précieux l'attitude qu'ils avaient parce que à la fois ils tenaient compte de ça. Hein, ils faisaient attention, ils savaient que de temps en temps, je pouvais faire peut-être une hypoglycémie, un malaise et tout, mais en même temps, ils n'en faisaient pas un sujet anxiogène. C'était ah ouais, bon, bah, toi, tu as ça, ok. Puis moi, je porte des lunettes ou n'importe quoi d'autre. Quoi. Oui. C'était assez judicieux de point de vue de l'intelligence sociale. Quoi. Et du coup, toi, ça veut dire que tu te piquais devant tes amis, devant plus ou moins devant tout le monde dès le début, ou ça t'a pris un moment avant de réussir à faire ça? Je dirais que ça dépendait vraiment du niveau de familiarité, mais avec Mhm. genre ceux avec qui je pouvais aller manger quelque part, ouais, à partir du moment où je faisais la piqûre dans le ventre ou dans le bras, ouais, je le faisais volontiers. Ouais, même l'été, quand on était en short, ben voilà, la cuisse est facile d'accès. Ouais. Euh, En fait, ça dépendait vraiment avec qui j'étais, mais avec mes meilleurs amis, et qui étaient plutôt nombreux hein, pour le coup. Faisais facilement devant eux, puis comme ça faisait un sujet de discussion. Ça Oui. faisait, C'était, ouais, ouais, voilà, l'idée c'était un petit peu ça. Mais encore une fois, c'est parce que c'était des gens qui étaient, comment dire, qui étaient pas effrayés par ça, qui voyaient pas spécialement une différence. C'était juste, ah bah ouais, toi t'as ça, puis voilà, puis d'autres ont d'autres trucs, quoi. Tu vois, moi, je suis passée par plusieurs étapes aussi de je me pique dans les toilettes, puis après, je me pique en me cachant moins, etc. Surtout là, dans les dernières années où j'ai voyagé, je me suis retrouvée des dizaines, si c'est pas des centaines de fois avec des gens que je venais de rencontrer et devant qui je me piquais. Et en fait, j'allais dire que tout le monde s'en fout, mais dans le bon sens du terme. En fait, personne ne m'a jamais rien dit. Ou alors, c'est une question, ouais, c'est une forme de curiosité. Bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu es diabétique? On suppose beaucoup que les gens vont se dire, on sait pas trop quoi d'ailleurs. Est-ce qu'ils se droguent, elles se droguent ou j'en sais rien. Et en fait, je pense que la réalité, c'est que soit les gens ont autre chose à regarder que nous à l'endroit où on est en train de se piquer, soit voilà, on suppose que quelqu'un a son truc à faire. J'ai jamais eu de réaction qui m'a pu me sentir mal à l'aise en me piquant devant quelqu'un, quoi. Alors, je pense qu'il y a quelques situations distinguées. D'abord, il y a des gens
que les piqûres rendent mal à l'aise. Voilà, ils ont une certaine gêne vis-à-vis de ça. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse des piqûres. Donc, effectivement, ça, faut y faire un petit peu attention. Moi, c'est marié une fois qu'il y ait quelqu'un qui me dise ouais, attends, si tu pouvais, si tu pouvais te cacher un peu, parce que moi, je n'aime pas ça. Voilà, bon, mais ça, c'était, comment dire, c'est même pas une dimension sociale pour moi. C'est quasiment physique ou psychologique. C'est voilà, il y a des gens qui n'aiment pas les piqûres, on peut le comprendre. Après, par contre, je pense qu'effectivement, on se fait beaucoup d'idées et beaucoup d'idées négatives et anxiogènes même, hein, sur ce que les gens pensent a priori du diabète. C'est pour ça, c'est une des choses qui m'a motivé à lancer ma chaîne YouTube sur le diabète, c'est que je regardais un petit peu ce qui se faisait comme vidéo sur le diabète sur YouTube, et je vois plein de vidéos qui sont très anxiogènes, de gens qui disent qu'ils ont tout le temps peur du regard des autres, comment leurs collègues de travail vont prendre ça et tout et tout. Et bon, je me suis dit, mais non, c'est pas ça le diabète, c'est pas ça la vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire des vidéos qui sont beaucoup plus dédramatisantes, beaucoup plus cool, qui vont plaisantes autour de ce genre de choses. Parce que j'ai l'impression que quand on part dans cette direction-là, ben, en fait, on se fait tout un enfer d'un truc qui, en réalité, est certes un petit peu contraignant, mais tout à fait vivable en réalité. C'est pas, enfin, moi, j'imagine que si je me retrouvais en fauteuil roulant, par exemple, du jour au lendemain, je trouve ça beaucoup plus dur voilà, que de pouvoir aller n'importe où comme je veux, de juste faire de temps en temps attention à ma glycémie, quoi. L'imaginaire qu'on se construit autour du diabète, en fait, c'est ça qui détermine si on va être bien ou pas avec sa maladie. Et en particulier, bah, qu'est-ce qu'on se dit de ce que les autres en pensent? Des fois, il suffirait juste de laisser les autres penser ce qu'ils veulent, et puis de le dire plutôt que de penser à leur place. C'est ça le truc, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que ça déclenche chez toi l'envie de te dire, OK, moi, je vais y changer quelque chose, je vais faire des vidéos. Il y a quelque chose en particulier qui t'a fait passer à l'action? Alors, il y a déjà un truc particulier, c'est le Covid, c'est le confinement, et du temps où bah, on ne peut plus travailler, on ne peut plus faire ce qu'on veut tout à fait. Et donc, voilà, j'ai du temps pour moi. Qu'est-ce que je vais en faire? Et donc, au début, bah, ce temps, je l'ai un peu consommé sur YouTube en particulier. Et c'est là que, du coup, j'ai commencé à taper le mot diabète dans le moteur de recherche. Okay. Et puis, comment dire, voilà, j'ai vu ces vidéos qui m'ont vraiment dérangé, où je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et ça fait pas mal de temps déjà que j'essaie de cultiver l'idée que plutôt que de critiquer tout le temps ce qu'on voit et qu'on désavoue, et bah, plutôt essayons de chercher des solutions. Et donc, je me suis dit, bah là, il y a un truc à faire, là. YouTube, moi, ça fait longtemps que je regarde des vidéos là, et je me dis, ah ouais, c'est sympa ce que les gens font. Mais je me disais toujours, mais c'est pas pour moi, je suis pas capable de faire des trucs sympas, rigolos. C'est vrai qu'il y a vraiment des chouettes choses sur YouTube. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, là, il y a un truc qui est à m'apporter. Peut-être je peux essayer à mon tour de devenir youtubeur, de faire des contenus originaux et utiles aussi, utiles. Parce que vraiment, je me souviens de certaines vidéos, non seulement je trouvais qu'elles étaient un peu malsaines dans le côté hyper anxiogène de leur façon de traiter le diabète, mais en plus, je les trouve inutiles, quoi. Ça n'apporte rien d'autre que du stress pour les personnes diabétiques ou pour les parents d'enfants diabétiques, etc. Donc, voilà. Et puis après, il y a aussi un autre axe, c'est que je me suis dit, bon, ok, si je veux faire ça, il faut quand même que je me renseigne un peu comment ça se passe. J'ai jamais fait de vidéo, j'ai fait de montage. Donc, sur YouTube, on trouve tout ça. Il y a des gars et des filles qui font des tutoriels de montage vidéo et qui donnent des conseils. Puis je me suis rendu compte que c'était pas si difficile, en fait. Juste un petit peu de matériel, ok. En fait, c'est facile de faire des vidéos sur YouTube. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça demande un peu de temps. C'est surtout ça qui compte. Ben voilà, le confinement m'en donne du temps. Allez, feu, il n'y a plus qu'à s'y mettre, quoi. Tu as fait une première vidéo d'introduction sur le diabète de type 1 où tu parles un Ouais. peu du diabète de type 2 aussi, une sur l'hypoglycémie, une sur l'hyperglycémie. Non, 2 sur l'hypoglycémie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien. Comment on se ressent, comment ça vient, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on est en hypo, qu'est-ce qu'il faut continuer à faire malgré le risque d'hypo. Ça aussi, c'est important. Oui, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, le système immunitaire, enfin, comme tout est très interconnecté, tout est très vaste. Et du Ouais. coup, tu t'es donné quoi comme grande thématique que tu vas aborder sur ta chaîne pour l'instant? Alors, j'ai essayé de découper très simplement selon les grands mots du diabète, quoi. Donc, hypoglycémie, hyperglycémie, les injections, les tests. Après, je passerai à des sujets plus profonds, comme la question du regard des autres, la question des inquiétudes qu'on peut avoir, la question du voyage en particulier, comment on voyage, comment on s'équipe, à quoi il faut faire attention, les questions d'ordre social. Voilà, il semble que, en tout cas de ce que j'ai pu voir récemment à la télé en particulier, il semble qu'aux États-Unis, par exemple, bien que ce soit un pays riche, bah, ce ne soit pas facile d'être diabétique là-bas non plus. Il n'y a pas les mêmes il n'y a pas la même protection sociale, ça coûte très cher. Voilà, donc tout ça, c'est des sujets qui sont du coup plus profonds, qui sont moins techniques. Mais je voulais commencer d'abord par les sujets les plus simples, parce que
au-delà de leur aspect technique et médical, eh bien, il y a tout l'aspect émotionnel, il y a qu'est-ce qu'on ressent, il y a qu'est-ce qu'on voudrait dire, mais qu'on ne sait souvent pas dire. Quand Mhm. on est... Moi, ça m'est arrivé souvent que j'ai des potes qui me disent, mais attends, quand tu fais une hypoglycémie, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ouais, Bah, ouais. et voilà. Et donc, quand on fait une vidéo, voilà, on prend le temps d'écrire, on va un peu réfléchir à tout ça, voir comment on met en scène en fait l'expression de choses où les mots ne suffisent pas, quoi. Ou alors, il faut prendre une multitude de petits exemples. Mine de rien, dès lors que c'est du ressenti, comment on explique ça? Hein, la glycémie, ok, si je suis à 127, bon ben voilà, c'est clair. Mais en réalité, c'est clair, mais c'est dit rien du tout pour celui qui n'a jamais mesuré sa propre glycémie. Une hypoglycémie, ça veut dire quoi? Même pour le médecin qui sait parfaitement ce que c'est qu'une hypoglycémie, si lui-même ne l'a jamais fait, il y a quelque chose qui Oui. lui échappe là-dedans. C'est ça que je trouve intéressant dans le fait d'en parler. Oui, l'hypoglycémie, quand on est diabétique de type 1, est encore différente d'une hypoglycémie pour, par exemple, quelqu'un qui n'est pas diabétique, mais qui a fait beaucoup de sport et qui fait une hypoglycémie. Donc, c'est vraiment de décrire quelque chose qu'une personne n'a jamais vécu et ne vivra sûrement jamais. Et puis j'aime bien aussi l'idée d'explorer un sujet euh, qui justement échappe à nos façons d'explorer habituelles, parce que dans nos sociétés françaises, occidentales, on est très dans une approche très scientifique des choses, donc très rationnelle, on mesure tout et tout. Et voilà, là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Enfin, où la mesure, elle dit pas grand-chose de ce qui se passe. Donc moi, j'aime bien cette idée de creuser les choses qui, du coup, ont une dimension un petit peu plus humaine. C'est toujours une approche un petit peu scientifique, hein, mais c'est plus humain parce que, voilà, on se préoccupe des émotions, on se préoccupe du rapport aux autres, de ce que ça nous permet de faire ou de ne pas faire. Un truc qui je trouve terrible à l'hypoglycémie, c'est que voilà, en train de faire un truc, puis il faut s'arrêter. Rien que ça, c'est pénible, quoi. Ouais. Mais les gens ne s'en rendent pas compte souvent. On se dit, bah ouais, ça met un peu en malaise, ça fatigue. Non, mais c'est pas juste ça. Je suis en train de bosser, là, je suis dans mon truc, ou je suis en train de m'amuser. Il faut que je m'arrête. Oui, et mon Voilà, cerveau ça, ne c'est. fonctionne plus, je ne peux plus rien y faire là. Oui. Voilà, et j'ai beau insister, ça ne marchera pas, donc je suis obligé. Et ça, Mm. c'est des réalités qui sont importantes à partager parce que les gens ne le soupçonnent pas. Quand on n'est pas diabétique, vraiment, on ne se rend pas compte, quoi. J'ai l'impression qu'au final, une grosse partie de ce qui est chiant quand on est diabétique, c'est toutes les questions qu'on se pose plus ou moins en permanence, tout ce qui tourne un petit peu en fil rouge, toutes les questions auxquelles il n'y a pas forcément de réponse, ou la réponse, c'est juste une sorte d'analyse risque, probabilité de ce qu'on fait, de ce qu'on pourrait faire ou de ce qu'on ne fait pas, etc. Et ça, évidemment, ça se Exactement. passe à l'intérieur. En parlant de questionnement, etc., c'est peut-être le bon moment pour qu'on parle de la parentalité et de toi, ce que ça a pu poser comme question. Alors, effectivement, souvent, on pense aux parents qui ont un enfant qui devient diabétique. Ça, c'est quelque chose de particulier. Mais Mhm. être parent diabétique et avoir des enfants, c'est autre chose. Parce que, justement, il y a plein de situations comme ça dans mon quotidien, vraiment, où je me dis, voilà, là, j'ai un bébé, donc il faut en prendre soin du bébé. Hein. Elle apprend à marcher, les escaliers, c'est dangereux, il y a tout un tas de trucs qu'il faut surveiller. Et voilà, tout d'un coup, je me rends compte que je suis en hypoglycémie. Il faut que je monte à la cuisine. Et elle est avec moi. Qu'est-ce que je fais? Je la laisse en bas, je monte vite me resucrer. J'attends qu'elle monte. Ou alors je la porte, mais si je la porte, est-ce que je risque pas de tomber à cause de mon hypoglycémie? Si Ouais. j'attends qu'elle monte, ça va être long. Est-ce que je supporte l'hypoglycémie jusqu'à arriver? C'est tout bête. Mhm. Mais comment je gère le risque? Est-ce que je privilégie le risque pour ma propre santé, et sachant qu'il ne faut pas que ça devienne grave? Ou alors est-ce que je gère le risque de l'enfant? Parce que c'est mon enfant, je ne veux pas qu'elle se fasse mal. C'est c'est compliqué parce que non seulement en plus il y a la part de risque, il y a la part d'éducation aussi. Il y a des choses qu'on ne voudrait pas que nos enfants voient ou on veut pas laisser nos enfants faire parce que non, on veut les éduquer d'une certaine manière. Et voilà, quand il y a l'hypoglycémie, comment on gère? Et puis aussi un aspect qui est très embêtant, je trouve, c'est que quand on est en hypoglycémie, on est tout de suite beaucoup plus comment dire, beaucoup plus sensible, beaucoup plus nerveux, beaucoup moins tolérant. Donc, on s'emporte plus vite, on s'énerve plus vite. Et pour l'entourage, ça veut dire qu'ils doivent supporter ces moments où on se fâche pour rien, alors que si on était en glycémie normale, on ne se fâcherait pas. Et voilà, il y a toutes ces questions qui se posent sur le rapport avec le conjoint, le rapport avec les enfants. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Donc, pour l'instant, j'ai de la chance, c'est peut-être pas que de la chance, mais je pense que c'est vraiment la base, c'est avoir un diabète qui est vraiment bien équilibré pour que Ouais. du coup, on puisse s'autoriser à prendre des risques sur son diabète. C'est-à-dire, je dois monter à la cuisine avec mon bébé, et ben, hop, je la prends dans mes bras, tant pis si je me mets un petit peu en danger, mais comme mon diabète est bien équilibré, je sais que je ne prends pas un risque démesuré en faisant ça. Par Oui. contre, s'il m'arrivait genre une fois par mois que je tombe à cause de mes hypoglycémies, je ne pourrais pas raisonner de la même manière. Et ce serait Oui. beaucoup plus difficile. Donc, effectivement, c'est un peu le conseil bateau, mais ouais, devenir papa ou maman quand on a un diabétique, quand on a un diabète, pardon, qui est plutôt stable, bah, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Et du coup, ça veut dire qu'il faut bien y réfléchir parce que si on a besoin de faire des efforts pour se stabiliser, ça fait une charge mentale un petit peu supérieure.
Et l'enfant lui-même qui arrive, c'est une charge mentale particulièrement forte, parce que voilà, il faut s'en occuper. Donc, il faut essayer d'arriver à évaluer ça. Est-ce qu'on peut, avec le quotidien qu'on a déjà, supporter, tolérer une charge mentale qui sera un petit peu plus élevée, voire nettement plus élevée. Et voilà, c'est le genre de questionnement qui est important de se poser avant. Même si des fois, le projet d'avoir un enfant, il ne vient pas dans des termes aussi formels. Quoi. Des fois, bon, c'est juste l'élan du cœur, quoi. Oui. Ou l'élan ou l'élan comment dire, l'élan du cœur, mais du couple. Donc, voilà, c'est important de bien se poser les questions. Là encore, sans les exagérer non plus, parce que c'est pas non plus dire on se met pas en danger en ayant un enfant quand on est diabétique, mais il y a certains moments où il y aura une petite difficulté particulière. Je pense que plus on est à l'aise rapidement, et en particulier pour les diabétiques de type 1 qui sont diabétiques jeunes, plus on est à l'aise rapidement avec son diabète, plus on est familier en quelque sorte avec cette particularité de sa vie, et plus ça facilite le fait de devenir parent, ou même déjà le fait de se mettre en couple, hein, et puis le fait de devenir parent ensuite, parce que voilà, les choses deviennent un moment tellement naturelles. En fait, l'idée, c'est de dégager le diabète de toute cette dose d'angoisse, quoi. Moins il y a de stress, moins il y a d'inquiétude, plus après on peut ajouter dessus d'autres responsabilités, en fait. Souvent, quand j'entends parler de diabétique de type 1, c'est quelqu'un qui ne va jamais au resto, ne sort pas, n'ose pas voyager, ce genre de choses. Et je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais moi, ça m'est jamais vraiment venu à l'esprit de me dire ah ben non, ça je peux pas puisque je suis diabétique. Bon, à part quelques petites exceptions où ça sert à rien de prendre des risques parfois, mais par hasard, par chance, je me demande rarement si avec mon diabète je peux faire ça ou pas, mais je fais ce que j'ai envie de faire tout en me demandant comment je gère avec la dimension diabète. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques petites choses, voire même quelques grandes choses qu'on ne peut pas faire quand on est diabétique. En particulier, un certain nombre de métiers, mais on le comprend, hein, c'est pas, voilà, on ne peut pas être militaire, on ne peut pas être policier, je pense, on ne peut pas être pilote. Voilà, il y a des moments, il y a des métiers où vraiment on ne peut pas prendre le risque parce qu'il y a trop Oui. d'enjeux. Voilà. Mais je pense que ce qu'il faut, en fait, c'est pas se tromper de questions au départ. Il ne faut pas se poser des questions en termes de dire est-ce que j'ai le droit ou pas, mais plutôt comment je vais faire. Et du coup, c'est plus est-ce que j'ai le droit d'aller au resto, c'est OK, si je vais au resto, comment je gère mon Ouais. injection d'insuline et puis ce que je vais prendre, comment ma glycémie, etc. C'est pas est-ce que j'ai le droit de faire du foot avec mes potes, c'est si je fais du foot avec mes potes, OK, j'y vais, puis comment je vais faire attention de ne pas faire un malaise pendant le match. Est-ce qu'on tourne plus avec les remplaçants, enfin, il y a toujours moyen de s'organiser. Mais si on réfléchit en termes de comment je m'y prends plutôt que est-ce que j'ai le droit de le faire, je trouve que ça ouvre énormément le champ des possibles et ça libère beaucoup. Et du coup, ça diminue, je pense, même la charge mentale d'une certaine manière. Parce que c'est juste, voilà, je réfléchis à une solution plutôt que de me dire est-ce que je suis privé de liberté. C'est un petit peu ça d'une certaine manière. Moi, je ne trouve pas que le diabète prive de liberté, mais parce que d'une certaine manière, j'ai configuré un petit peu ma façon de penser le diabète pour rester libre vis-à-vis de mon diabète. Mais je pense que certaines personnes, effectivement, se sentent privées de liberté par leur diabète parce que justement, ils se posent trop la question en termes de est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit. Et ça, c'est terrible et c'est ce contre quoi j'espère un petit peu lutter avec mes vidéos, quoi. Du coup, il y a un petit message à faire passer aux médecins en particulier, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir globalement que des super médecins qui m'ont aidé à suivre mon diabète. Mais parfois, les médecins, dans leur discours, même s'ils sont bienveillants et attentifs, ils peuvent parfois entretenir un discours en termes de tu as le droit, tu n'as pas le droit. Et souvent, c'est ça qui peut inscrire dans le cœur des patients ah bah oui, alors il y a des choses que j'ai pas le droit de faire, que j'ai pas le droit de manger. Et voilà, et je pense qu'il faut y faire vraiment attention. Moi, c'est le souvenir que j'ai du tout début quand je suis devenu diabétique. Voilà, le médecin qui me dit, voilà, il faudra faire attention aux gâteaux, aux glaces, au chocolat, au machin, au truc. Et heureusement, en fait, heureusement, tout mon entourage a pris tout de suite un discours un petit peu différent. Et puis aussi, quand j'étais à l'hôpital, les infirmières aussi, qui ont contrebalancé ce discours-là, parce que voilà, le médecin, il m'avait dit les choses un petit peu brutes, quoi. Et puis après, non, mais c'est pas l'interdiction, c'est juste que il faut que tu fasses attention. T'aimes des trucs un peu sucrés, profite quand tu es en hypoglycémie, tu vois, ça te fera moins mal que te mettre en hyper. Voilà, il y a des façons comme ça. Vraiment, l'idée de pas mettre les choses en termes d'interdit, de droit ou de pas droit. Je pense qu'il y a une clé à cet endroit-là. Et pour les médecins, ça veut dire faire super attention à la façon dont ils disent les choses, quoi. Il y en a qui se débrouillent vraiment très, très bien par rapport à ça, mais c'est la responsabilité de chacun, quoi. C'est même plus important
que la façon dont on va expliquer, par exemple, voilà comment tu vas te faire ton injection d'insuline, comment tu vas faire ton test, où est-ce que tu piques ton doigt. Ces trucs-là, ces détails-là techniques, ils sont beaucoup moins, comment dire, ils ont une dimension émotionnelle qui est beaucoup moins forte. Donc, c'est important, bien sûr, mais c'est pas là-dessus qu'il faut être le plus délicat. Ce sur quoi il faut être le plus délicat, c'est la façon dont on présente les choses. Parce que je pense que ça fait partie des questions qu'on se pose tout de suite dès qu'on nous dit, bon, bah, à partir de maintenant, tu es diabétique. Et on se dit, bon, bah, en fait, oui, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais avoir le droit de faire ou de pas faire, etc. Et le fait de... Moi aussi, j'ai ce souvenir-là d'avoir eu cette réponse assez vite quand je suis devenue diabétique de non, non, il n'y a rien qui est interdit. Simplement, voilà, il va y avoir quelques petites choses à contrôler, à organiser différemment, mais il n'y a rien qui sera interdit. Et alors déjà ça fait beaucoup de bien, quoi, je trouve, à entendre tout de suite, parce que en plus, dans l'environnement dans lequel on est, à l'hôpital, avec tous les médecins, bon, on sent qu'il se passe quelque chose quand même d'un peu particulier, mais de le dédramatiser, ouais, je pense que ça, c'est vraiment important. Et quand je suis devenue diabétique, on m'a dit que le diabète de type 1 allait bientôt être guéri avec la recherche sur les cellules souches. Et que toi, déjà, il y a 30 ans, on me disait... Moi, j'ai pas souvenir qu'on m'ait dit ça, hein. J'ai plutôt souvenir qu'on m'ait dit, bah voilà, ça va faire partie de ta vie maintenant et il va falloir que tu inscrives ça dans ta vie de la même façon que bah voilà, tu prends une douche chaque soir, tu te brosses les dents chaque matin, et ben jusqu'à la fin de ta vie, bah, tu te feras tes tests et tes injections d'insuline jusqu'à la fin. Non, non, j'ai pas du tout souvenir qu'on m'ait dit ça. Par contre, ce qui m'a marqué récemment dans une émission télé, c'est quelqu'un qui disait le diabète, c'est une des rares maladies où on admet qu'on guérira jamais et qu'on ne se pose pas plus de questions que ça. Et Ah effectivement, moi, bon? c'est plus ça. C'est plus ça, je me suis rendu compte que, ah bah oui, j'ai admis, moi, dans ma vie, que bah voilà, je suis diabétique et ça guérira jamais. Et est-ce que c'est bien d'avoir cette approche-là? Parce que d'un côté, ça crée une certaine résilience. Je dis, bon, ok, bah voilà, maintenant c'est ma norme, donc bah, je vis ma vie avec ça. Mais du coup, est-ce qu'en faisant ça, eh ben, ça n'empêche pas peut-être qu'on fasse les efforts nécessaires pour trouver peut-être effectivement une solution de guérison? C'est une vraie question, ça, qui m'est arrivé dessus comme ça en regardant en entendant ce témoignage en quelque sorte. Que je comprenais en entendant ce témoignage qui est très rapide, hein, dans l'émission, c'était quelques secondes, hein, mais Ouais. il y avait cette idée que voilà, le diabète, on n'en guérira jamais. Donc du point de vue des patients, bah, faut s'y faire, c'est pour toute la vie. Et puis du point de vue des chercheurs, eh ben, du coup, ce que j'entendais, ce que je comprenais, c'est que bah, les chercheurs vont plutôt chercher des moyens d'améliorer les insulines, d'améliorer les aiguilles, d'améliorer le traitement, plutôt que de chercher vraiment une solution qui permette de guérir définitivement. Ok. Alors après, je ne sais pas quelle est la réalité de la chose, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu l'ambiance. On se dit, bah voilà, le diabète, on ne guérira jamais, donc on fait avec cette donnée-là. Et peut-être que cette donnée-là, elle Mhm. pourrait changer. Il y a plusieurs pistes de recherche et dont une qui est hyper aboutie, qui est celle des cellules souches, où on sait aujourd'hui que si on prend certaines de nos cellules souches qui ne sont pas encore spécialisées et qu'on les fait se développer pour nous recréer un pancréas, au final, j'allais dire, ça fonctionnerait beaucoup mieux qu'une greffe de pancréas puisqu'il n'y aurait pas de problème de rejet, etc. Et Mhm. ça nous recréerait un pancréas j'allais dire, comme au premier jour. Et ça fait une vingtaine d'années que c'est en cours. Et donc, bon, ça devrait arriver, Ah j'espère, bientôt. ben, ah ouais, c'est sûr que ça changerait beaucoup les choses, hein, pour nous. Mais c'est marrant parce que moi, j'en ai, pour le coup, jamais entendu parler. Et toutes les avancées technologiques dont j'ai entendu parler autour du diabète, c'était plutôt toujours dans l'idée d'améliorer le traitement. En particulier, Mhm. à un moment, j'avais mis quelques espoirs dans les travaux que menait, je crois que c'était Google qui travaillait là-dessus, des lentilles de contact, donc Mhm. pour les yeux, quoi, qui corrigent la vue, bien sûr, mais qui en plus permettaient de suivre la glycémie avec donc des espèces de marqueurs de niveau de la glycémie en temps réel, Ouais, quoi. Puis moi, j'étais au Gabon, donc le freestyle, on n'en parlait vraiment pas. ouais. Et bon, finalement, il semble que le projet a été abandonné. Et puis bon, le freestyle, ça fait pas tout à fait la même chose parce qu'on n'a pas l'information en temps réel, mais on a quand même l'information facile avec le capteur ou le smartphone. Donc, on s'en Mhm. approche. Mais voilà, moi, je suivais plus ce genre d'actualité-là. Et du coup, bah, je n'entendais pas parler de l'idée peut-être d'une guérison, Mhm. d'une reconstruction pardon, du pancréas ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi un sujet qui est un peu économique et il y a
aussi plus d'intérêt à avoir des gens qui ont une maladie chronique et à qui on vend aussi régulièrement des traitements. Et tant mieux s'ils sont améliorés, bien entendu, plutôt que la recherche fondamentale, moins financée du coup. C'est sûr qu'il y a toujours dès qu'il est question d'argent, il y a toujours une très très grosse ambivalence, hein. À la fois, on sait que l'industrie pharmaceutique gagne beaucoup d'argent avec les maladies chroniques, évidemment, hein. Voilà, on est malade toute sa vie, donc toute sa vie, on paye ou la sécurité sociale paye. Et puis en même temps, on sait aussi que c'est grâce à ça, ça leur fait des sources de financement pour la recherche et le développement. Donc d'un côté, c'est bien qu'ils gagnent de l'argent, quoi. Et puis en même temps, il y a quand même des fois où on se dit, ouais, c'est un petit peu limite la façon dont on s'y prend. Moi, j'avais été très choqué, par exemple, j'utilise depuis longtemps le même stylo insuline, avec la Mhm. super boîte qui va avec. Il y a le logement pour la cartouche d'insuline de rechange, et puis les 3 logements pour les aiguilles de rechange. Et voilà qu'un Ouais, jour, il change. Il change pas les aiguilles, il change juste l'emballage de l'aiguille. Et du ok. coup, c'est exactement les mêmes aiguilles, même technologie. Sur les boîtes, on voit bien, j'ai les boîtes anciennes et nouvelles, on voit bien, c'est les mêmes aiguilles exactement, la même forme, tout, la même longueur, tout pareil. C'est juste la forme extérieure de l'aiguille qui change. Et du coup, les aiguilles ne rentrent plus dans les logements de la boîte du Ah, stylo. Ils sont obligés de changer de stylo juste pour pouvoir avoir toujours la boîte hyper pratique avec le stylo, la cartouche de rechange et les aiguilles de. Et là, je me disais, ouais, enfin, ça fait un peu le marketing bas de gamme, quoi. Ils nous forcent à changer des stylos en rendant juste le truc un peu moins pratique. S'ils améliorent les aiguilles, ils peuvent faire en sorte qu'elles aient toujours la même forme extérieure pour que ça rentre toujours dans les logements du stylo, quoi. Et voilà, des fois, il y a des pratiques comme ça, on se dit, ouais, quand même, on préférait que les laboratoires de pharmaceutiques fassent plus de la pharmacie que du commerce, quoi. Mais bon, voilà, c'est toujours oui, entre les deux. Là encore, bah, en France, on est quand même dans un certain confort vis-à-vis de cette problématique-là, parce que c'est pas nous qui payons, hein, finalement, ou très oui. indirectement. Mais encore une fois, bah, nos amis africains, américains, sud-américains, bah, pour eux, c'est autre chose, hein, quand on sait le prix de ces produits et puis quand on sait Mm. l'enjeu, quoi, hein. C'est pas comme si on se disait: «Alors allez, aujourd'hui, le petit truc qui fait plaisir, j'y renonce». Non, non, c'est pas ça, là, hein. Mhm. Donc Oui, ou comme ce que tu évoquais, je pense que c'est un reportage qui est passé sur Arte sur le diabète, où tu parlais du prix de l'insuline aux États-Unis, par exemple. oui, oui, tout à fait, Voilà. c'est passé il y a pas longtemps sur Arte. C'est de l'ordre de 240 $ à peu près, je crois, une boîte de 5 stylos d'insuline là aux États-Unis. Et bah oui, il y a beaucoup de gens hyper jeunes qui se laissent mourir, qui finissent par faire une acidocétose et qui meurent parce qu'ils ont beau travailler, ils ont beau, etc. Ils ont juste pas assez d'argent pour se payer leur traitement. Oui, c'est incroyable, hein. Je sais pas si incroyable, c'est même un mot assez fort, mais Ouais, ouais, c'est perturbant même d'une certaine manière. Alors, dans un sens, le côté positif de ça, c'est que du coup, bah, on prend conscience de la chance qu'on a. Et moi, personnellement, je trouve que c'est bien. Parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue, hein, à ce qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous. Et puis voilà, on a juste à aller à la pharmacie, hop, on a tout ce dont on a besoin. Mhm. Éventuellement, on ne fait pas forcément gaffe. Moi, ça m'arrivait souvent avant de dire, oh, bah, il reste allez, 15 unités d'insuline dans mon stylo de Lantus. Moi, je me fais 20 ou 22. Bon, bah, je jette le stylo, que j'en prends un autre. Maintenant, je pense les choses différemment. Je dis non, je finis mon stylo. Et puis, s'il faut que je fasse 2 injections pour avoir la dose complète, bah, je fais les 2 injections Ouais. pour éviter de gaspiller de l'insuline comme ça. Ça, c'est le genre de choses dont on peut prendre conscience et du coup changer un petit peu son comportement quand on prend conscience qu'il y a des réalités beaucoup plus complexes pour d'autres diabétiques ailleurs. Donc ça, c'est l'aspect positif. Après, c'est sûr que ce serait vraiment quand même vraiment bien que ça change. Et il y a des élans, hein, qui sont faits par des associations de diabétiques ou de médecins même, ou même souvent il y a les deux qui se rassemblent pour justement dire, voilà, maintenant il faut que l'insuline soit accessible pour tout le monde, même si c'est pas complètement gratuit. Voilà, il y a des réalités économiques parfois difficiles dans certains pays. Il faut que les gens puissent vivre, tout simplement, hein, parce que, in fine, c'est ça la question, hein. Est-ce qu'on peut vivre ou pas à partir du moment où on est diabétique? Ouais, aux États-Unis, je trouve que c'est extrêmement choquant parce que l'insuline est là. C'est juste vraiment une question d'argent, de capacité à se la payer. Par exemple, moi, j'ai de l'insuline là, qui est périmée. Et je me dis que de l'insuline qui est périmée de pas beaucoup, c'est probablement mieux que de l'insuline, que pas d'insuline du tout. Et tu vois, je sais pas, est-ce que toi, tu connais des assos qui, je sais pas, récupèrent l'insuline, je sais pas si ça existe. Alors, j'en ai jamais entendu parler.
Mais ce que je sais surtout, c'est qu'en Afrique, par exemple, où les choses sont souvent réfléchies comme ça, les gouvernements africains sont très, très réticents par rapport à ça. Parce qu'il fut un temps où il y avait une espèce d'élan comme ça, où il y avait beaucoup de médicaments périmés qui étaient envoyés pour dire, bah voilà, eux, ils n'ont rien du tout, au moins on va leur donner ça. Oui. Mais ça posait trop de problèmes en termes sanitaires. Et puis, Mhm. ça posait aussi des problèmes en termes sociaux, c'est-à-dire, certains disaient, mais attendez, on n'est pas à la poubelle de l'Europe, quoi. On ne récupère Oui, pas vos oui. produits périmés parce que, non, fournissez-nous les vrais produits et puis on va essayer, nous, de construire comment dire, notre sécurité sociale à nous. Bon, il s'avère que ça reste très compliqué. Moi, j'ai souvent vu Mhm. des pharmacies au Cameroun, par exemple, où il manque des médicaments, il manque des vaccins, il manque des choses comme ça, et l'insuline en particulier, et les aiguilles aussi. Donc, ça reste une réalité économique très compliquée, mais il semble que ce soit malgré tout le choix que font la plupart. En tout cas, Ok. ce qui me paraîtrait, moi, plus judicieux, c'est de pouvoir dire, euh, à la rigueur, on ramène l'insuline, nous, en pharmacie, pour qu'elle soit éventuellement recyclée. Je ne sais pas, qu'on puisse en faire quelque chose, et Mhm. puis que ça puisse rentrer dans un cycle de reproduction d'une insuline de qualité. Voilà, il y a peut-être des solutions de ce Oui. ordre-là. Parce que le problème est très très large. Les médicaments périmés, même les antibiotiques, tout ça, il ne faut surtout pas que ça parte dans la nature, parce qu'après, ça fait des produits chimiques qui se retrouvent comme ça dans la nature, ça pose d'autres problèmes. Donc, il y a toute une réflexion à mener autour de, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos produits pharmaceutiques? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de production en excès? Enfin, on n'a pas encore réussi à mettre au point en fait un cycle qui soit complètement vertueux. On arrive à produire les médicaments jusqu'aux patients, ça c'est bien, mais le problème c'est qu'il y a une suite dont on ne tient pas encore compte. Et j'espère que la prise de conscience qui vient petit à petit en termes d'écologie, en termes de respect de l'environnement et tout ça, ça va aussi imprimer le cycle des médicaments et le cycle des produits pharmaceutiques pour diminuer aussi l'impact à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la Oui. question de l'insuline, c'est aussi la question de tous les déchets de notre soin du diabète. Moi, au début, je ne voulais pas des stylos jetables, par exemple, parce que je me disais, mais il vaut mieux jeter une cartouche à la poubelle que le stylo tout entier. Et d'ailleurs, je continue de trouver que les insulines qui sont fabriquées que en stylo jetable, quand même, du point de vue écologique, c'est pas terrible, quoi. Mhm. Oui, Alors, c'est vrai. effectivement, des fois, le stylo jetable, c'est pratique. Quand on voyage, par exemple, si on casse un stylo, bon, si c'est un stylo jetable, on en a d'autres. Alors que si on Mhm. casse un seul stylo, c'est embêtant. Mais d'un autre côté, c'est pas difficile d'avoir un stylo de rechange. Après, je trouve pratique, par exemple, d'avoir quelques stylos jetables que je laisse, par exemple, chez ma maman. Quand je vais la voir, je n'ai pas besoin de penser à mon insuline. Je sais que j'ai de l'insuline là-bas. OK, cool. Mais de façon générale, quand même, les cartouches d'insuline qu'on remplace dans le stylo, ça me paraît quand même un petit peu mieux, un petit peu plus pertinent que le stylo qu'on jette tout entier, quoi. Moi, je n'utilise pas du tout une aiguille par injection parce que autant j'utilise des stylos jetables, mais par contre, de me dire qu'à chaque fois que je fais une injection, je jette une aiguille, moi en général, une aiguille, je la garde, je ne devrais pas dire ça, mais je la garde 3 semaines, un mois. C'est un peu en miroir de ce que toi tu fais parce que moi, ça m'a jamais traversé l'esprit que utiliser des stylos jetables, c'était pas hyper écologique. Par contre, les aiguilles, oui. Et en fait, c'est peut-être vraiment une minuscule goutte d'eau. C'est certainement une minuscule goutte d'eau. Puis je pense qu'en fait, tout ça, ce serait bien que toutes ces réflexions-là soient rassemblées dans une réflexion plus globale et peut-être qu'il y ait des experts qui s'en saisissent un petit peu. Non seulement des experts du monde médical, mais aussi du monde de ceux qui se spécialisent dans l'écologie de ces choses-là. Il y a certainement quelque chose à faire. En tout cas, c'est clair qu'on produit beaucoup de déchets, même si je constate que ça s'améliore quand même. Parce qu'au début, enfin moi, quand il y a 30 ans, c'était une seringue à chaque injection, quoi. Donc c'était la Ouais. seringue complète qu'on jetait. Déjà, rien que le fait de passer aux aiguilles, waouh, quelle économie sur le plan écologique. Et puis en plein d'autres termes d'ailleurs. Mais effectivement, il y a certainement quelque chose à faire. Alors après, faire attention avec les aiguilles qu'on réutilise. Elles peuvent comment dire, pas s'effiler, mais se s'user. Donc après, ça va faire un peu plus mal, ça peut abîmer un petit peu la peau. Mhm. Donc, il faut y faire attention aussi. Mais c'est vrai que moi, je me suis souvent posé la question. Et après, ce qui est bizarre, c'est pourquoi je me suis posé la question au niveau des aiguilles, mais j'ai jamais franchi le pas de dire je réutilise la même aiguille. En fait, j'ai commencé à me dire, est-ce que je peux en utiliser un peu moins? Je me disais, essaye et tu verras bien. Ça fait à peu près 10 ou 15 ans que je fais ça. Du coup, bon, pour l'instant, voilà, ça a l'air d'aller. Oui, on se dirige tranquillement vers la fin de notre échange, en tout cas pour aujourd'hui. Pour revenir sur ta chaîne, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as envie que ça devienne ce projet?
Alors, il y a plusieurs aspects. D'abord, je sais qu'elle va s'arrêter un jour parce que je pense qu'il y a un moment où j'aurai épuisé le sujet du diabète et Mhm. donc je passerai à un autre sujet complètement. Et à ce moment-là, je reviendrai certainement à mon sujet plus professionnel, celui de l'interculturalité. Mais Oui, en attendant, elle va évoluer certainement parce que la prochaine vidéo, donc qui sera que la quatrième, c'est pas beaucoup pour une chaîne YouTube, je pense que je vais déjà je vais l'écrire différemment. mhm. Et voilà, je ne veux pas trop en dire pour l'instant parce que je ne veux pas spoiler ma propre création, mais je vais l'écrire d'une façon très originale et j'espère que du coup, ça va marquer une originalité qui attirera les spectateurs et en particulier les spectateurs non diabétiques. Parce que pour l'instant, Oui, ma chaîne, elle est toute petite, il faut bien le dire. Mes 3 vidéos cumulées, elles ont dû faire en tout peut-être 600 vues. C'est tout petit pour une chaîne YouTube. Euh, donc, pour que ça attire des gens, il faut que ce soit plus créatif ou alors plus mauvais. Ça dépend. Sur YouTube, il y a les deux. Soit on fait des trucs vraiment très, très nuls, des trucs vraiment très, très créatifs. Donc là, voilà, j'ai une idée depuis quelques jours. Je vais essayer de mettre ça en place. Je vais voir si ça plaira aux gens. oui. Et donc, voilà, ça, c'est l'évolution qui vient. Et puis après, ce que je me dis, c'est que euh, en réfléchissant au sujet du diabète, il y a toujours des trucs nouveaux qui viennent, des trucs, j'en entends parler comme ça, hop, un coup à la télé, un coup à la radio, un coup en discutant comme ça. Et finalement, ça alimente les sujets, quoi. Et donc, c'est aussi ça qui va un peu augmenter la longévité de cette chaîne, qui me donnera des idées nouvelles pour d'autres vidéos. Et puis, il y a aussi des moments où j'ai envie, plutôt que de traiter, parce que ça reste un peu formel quand même ce que je fais, quoi. Ok, je prends un sujet, puis je le traite, je l'explique. Et j'ai aussi envie de faire des vidéos où je pars complètement en délire autour du diabète et où je compare ça à, je sais pas quoi, un match de foot enfin, il y a des idées comme ça. Je veux faire des trucs où vraiment je pars en délire pour dédramatiser au maximum le diabète. Enfin, des trucs où Oui. les gens puissent voir ça et dire ah ouais, c'est rigolo. Limite, le diabète, c'est cool, quoi. Évidemment, ce serait un petit peu exagéré, mais de temps en temps aussi, quand on est dans la création comme ça, bah, on exagère, ça fait partie du jeu, quoi. Donc, je vais aussi essayer de faire ça. Par contre, ce que je redoute juste, c'est que ça me réclame un peu plus de moyens. En particulier, bah voilà, pour l'instant, je fais ça tout seul. Si à un moment j'ai besoin de vraiment jouer la comédie, ce que je ne sais pas faire, bah, où est-ce que je trouverai des comédiens pour faire le truc, quoi. C'est pas facile. Donc, voilà, c'est plein de projets. En tout cas, dans un premier temps déjà, je change vraiment la façon d'écrire et on va voir ce que ça va donner. Et puis après, ouvert sur des délires ou des trucs comme ça. Tu me parlais de comédiens ou de moyens, etc. Est-ce que tu veux faire une sorte d'appel à... Ben, s'il y avait des comédiens qui seraient prêts à faire le truc vraiment complètement gratuitement, parce que j'ai aucun budget pour ce que je fais, je suis vraiment limité, mais qui seraient d'accord pour mettre en scène comme ça un petit peu pour faire des petites mises en scène qui permettent d'expliquer ce que c'est que le diabète mieux que juste en parler verbalement, eh Ok. bien, ouais, ce serait génial. Après, le truc aussi, c'est que moi, j'habite dans une petite ville paumée en Berrion-Bugey. Bon, après, s'il y en a qui vraiment que ça me motive, qui disent ah ouais, il y a quelque chose à faire, on est d'accord pour le faire et tout, bah ouais, allez, on se déplace. Lyon, c'est pas loin. Ouais, ce serait génial. En tout cas, quand je vois tout ce qu'on voit sur YouTube, des comédiens qui sont pas ceux qu'on voit forcément à la télé ou au cinéma, mais qui font des super mises en scène sur tout un tas de sujets, qui font des trucs hyper drôles et hyper bien joués en plus. Vraiment, on sent qu'il y a même un professionnalisme là-dedans. On dit, bah voilà, il y a peut-être moyen de mettre ça au service du diabète, mais bah voilà, soit je trouve un moyen de financer, soit je trouve des gens qui sont d'accord pour dire bah, allez, de temps en temps on le fait gratuitement parce que ce sera utile pour certaines personnes, parce que ça fera du bien à certaines personnes, parce que ça fera du bien aussi aux personnes qui ne se sentent pas concernées, mais qui du coup vont venir voir parce que c'est fait par des comédiens qui savent jouer la comédie, et Mhm. puis du coup, c'est sympa, puis ah ouais, du coup on apprend des trucs, puis on réalise qu'il y a certaines croyances qui sont fausses, et puis, ah ouais, tiens, du coup, le collègue qui est diabétique, bah, en fait, il n'y a pas de souci, il pourra faire le job. Et voilà, voilà, il y a plein de bénéfices qu'on peut en tirer. Simplement, ben, voilà, pour l'instant, je suis tout seul à le faire. Peut-être il y aura des gens pour rajouter leur talent au talent qui me manque, quoi. Ok. Bon, bah, ça marche. Donc, s'il y a des scénaristes, des metteurs en scène, des comédiens, des sponsors voilà, qui entendent ça, donc Diapasibet, Diapasibete. C'est bien Ouais, ça? avec un accent circonflexe sur le bête. Si on ne le met pas, on ne trouve pas ma chaîne. Bah, tu fais bien de le préciser. Bah, écoute, moi, je peux qu'encourager en tout cas tous ceux que le diabète intéresse à aller regarder ces vidéos parce qu'en effet, c'est rigolo, c'est hyper simple. Un petit truc aussi que je voudrais préciser, j'en profite. Je Mhm. me
un petit peu des médecins dans mes vidéos, un petit peu, pas trop, j'essaie d'y faire attention, mais un petit peu quand même parce que d'une part, c'est un levier humoristique assez facile, quoi. Le patient face au médecin, voilà, Mhm. il y a des petites vannes de temps en temps. J'espère que les médecins le prennent pas mal. Pour moi, c'est plus un appel à dire, voilà, vous avez une responsabilité particulière vis-à-vis de nous, au-delà de simples pratiques de la médecine, la qualité de leur relation entre le patient et le médecin, c'est important. Donc, de temps en temps, voilà, je vous taquine un peu. C'est pas que j'en veux pas du tout aux médecins, d'aucune manière. Mhm. Simplement, les médecins, des fois, ils sont un peu sur leur piédestal. Il y a un niveau social un peu élevé quand on est médecin, quand on a Mhm. toutes ces connaissances et tout. Donc, je les titille un petit peu là-dessus et puis je m'amuse. Enfin, les leviers humoristiques très classiques, leur vocabulaire un peu compliqué, des trucs comme ça. Ouais. Mais voilà, c'est juste, encore une fois, pour dédramatiser et aussi dédramatiser la relation entre le patient et son diabétologue. C'est pas du tout comment dire, pour me moquer comme ça gratuitement des médecins ou quoi que ce soit. Moi, en particulier, je suis super content de la diabétologue que j'ai. Donc voilà, Mhm. j'espère que les médecins pourront eux aussi regarder mes vidéos et s'en amuser sans problème. Écoute, moi, ça m'a pas. J'ai pas eu l'impression que t'en voulais au médecin, en tout cas en regardant tes vidéos. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être diabétique? Parce que je suis sûre que ça t'a apporté quelque chose. Moi, ça m'a apporté plein de choses. Le premier truc auquel je pense quand tu poses cette question, c'est que moi, je suis quelqu'un d'un petit peu timide. Autant je suis très à l'aise face à un groupe de personnes, par exemple, quand je fais une conférence ou une formation, je suis très, très à l'aise. Mhm. Mais dans les rencontres directes, comme ça, face à une seule autre personne, j'ai tendance à être très réticent, à être un petit peu réservé, à pas oser y aller, quoi. Et du coup, le diabète, eh ben, ça m'a fourni parfois un sujet de discussion ou pour entamer la discussion pour dire voilà, hop, je me fais la piqûre, puis du coup, ah bah tiens, c'est quoi ou ça vous gênerait pas si je le fais. Enfin, voilà, ça fait une première amorce, quoi. Et ben ça, c'est le truc grâce au diabète. Si j'avais pas été diabétique, je n'aurais pas eu cette particularité qui peut à un moment permettre de capter l'attention des gens et puis du coup de commencer à discuter. Alors ça peut être soit l'injection, enfin le moment de l'injection, soit dire tiens, on va une soirée par exemple, tiens, bah, ce qu'on va boire, c'est un peu original, c'est sucré, c'est pas sucré. Ouais, je pose la question parce que je suis diabétique. Puis hop, voilà, la discussion se lance comme ça. Voilà, Ok. ça fait des petites amorces comme ça paraît rien du tout, mais quand on est mal à l'aise comme ça face aux gens dans l'informel des discussions, eh bien, mine de rien, c'est précieux d'avoir ce genre de petites amorces qui, voilà, à portée de la main, quoi. Donc ça, c'est Ok. le premier truc que ça m'a apporté. Et puis le deuxième truc que ça m'a apporté, bah, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ça fait longtemps moi, que je regarde des vidéos sur YouTube, que je dis, ah ouais, c'est sympa ce qu'ils font, j'aimerais bien un peu la faire la même chose, mais sur quel sujet? Voilà, j'y connais rien, j'ai rien à dire. Et puis tout d'un coup, ah mais oui, si, je peux parler de diabète. Et du coup, je peux devenir youtubeur, c'est génial. Ben voilà, si j'avais pas été diabétique, j'aurais sans doute jamais osé commencer à faire des vidéos. Ok. C'est hyper intéressant. Bah, merci pour ta réponse. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais rajouter avant qu'on ne se quitte? Alors, je trouve qu'on a pas mal fait le tour quand même, c'est pas mal déjà. En tout cas, grand merci. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi là, et puis du coup avec ceux qui vont écouter tes podcasts. C'est vrai que il y a plein de façons de parler du diabète. Il y a les façons un peu formelles où on écrit les choses, puis après on les présente. Il y a les façons ultra formelles que dans les médecins ont le secret. Et puis il y a les façons beaucoup plus informelles, et je pense que toutes sont importantes. Toutes sont importantes, donc c'est bien de pouvoir comme ça parler un peu à bâton rompu de sa vie avec le diabète. Et, euh, et puis voilà, encore une fois, faire les choses de façon sympa, eh ben, c'est important. Donc super, merci beaucoup pour ton initiative. Merci de me l'avoir proposé. C'était avec grand plaisir. Merci encore. Ouais, d'accord. À bientôt, Claire. Salut. Alors, si vous vous demandiez si on peut être un ado et un papa serein et épanoui avec un diabète de type 1, je crois que Louis a répondu à votre question. Si vous aviez l'impression que le diabète de type 1 rend le voyage en sac à dos ou l'expatriation trop compliqué, j'espère aussi que cette conversation vous aura fait changer d'avis. Bien sûr, ça demande d'être un peu plus organisé et un peu plus prudent que d'autres personnes, mais c'est non seulement possible, mais je vous assure que c'est aussi de plus en plus simple avec l'expérience. Je trouve ça vraiment important d'en parler, parce que notre cerveau, pour nous protéger du danger, invente constamment des scénarios catastrophes pour nous empêcher d'aller vers l'inconnu, et j'ai rencontré trop de diabétiques qui s'interdisent de voyager. Comme j'ai moi-même pas mal voyagé, y compris en sac à dos, j'ai vécu en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie, à Bali, j'ai rassemblé des infos et des conseils qui, j'espère, vous seront utiles sur mon site internet happy-diabetes.com. Pour retrouver tout ce qui concerne le voyage,
rendez-vous directement sur happy-diabetes.com/voyage. Je vous mets tous les liens dans la description. Avec Happy Diabetes, j'accompagne des diabétiques de type 1 qui n'osent pas voyager, qui n'osent pas encore se lancer, et on va en particulier travailler sur 2 points clés qui empêchent souvent de sauter le pas. Le premier, c'est de laisser vos croyances limitantes derrière vous. Le deuxième, c'est de vous faire gagner du temps et de vous éviter quelques sueurs froides en vous aidant à organiser différents types de voyages pour vous permettre de partir l'esprit tranquille et de ne pas prendre de risques. Vous retrouverez toutes les infos sur happy-diabetes.com, DIABETES. Et puis, si vous avez des questions sur le voyage ou tout autre sujet, n'hésitez pas à me les poser sur la page Facebook de Happy Diabetes, Instagram, ou contactez-moi via mon site internet happy-diabetes.com. Je serais ravie de vous donner un petit coup de pouce pour vous aider à sauter le pas et vous aider à mieux gérer et mieux vivre votre diabète de type 1, puisque c'est la mission que je me suis donnée en créant Happy Diabetes. Une dernière parenthèse, dans cet épisode, on évoque rapidement la recherche pour la guérison du diabète de type 1 à partir de la culture de cellules souches. Si vous êtes chercheur en thérapie cellulaire ou vous connaissez quelqu'un qui travaille au sein d'une équipe de recherche, sachez que c'est un sujet que je trouve passionnant et que j'adorerais évoquer sur ce podcast. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié ma conversation avec Louis, que ça vous aura appris quelque chose ou que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez faire en sorte que d'autres découvrent ce podcast en vous abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur iTunes, en me laissant un commentaire, en parlant autour de vous et bien sûr en le partageant directement via vos réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour le prochain épisode.